Bonjour Hugo. Rapidement, tu nous réexpliques un peu Eni, l'histoire, ce que c'est en France. Alors, Eni, il y a une vraie différence entre Eni dans le monde et Eni en France. Eni dans le monde, c'est un énorme mastodonte du secteur de l'énergie. C'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société créée dans l'après-guerre en Italie, qui maintenant est totalement mondialisée. Au fait, en France, la société est arrivée il y a 3 ans, donc on est vraiment un nouvel entrant dans la fourniture de gaz et de services aux particuliers et aux entreprises. Donc on est vraiment dans une position de nouvel entrant et de croissance très très forte. Alors justement, comment est-ce qu'aujourd'hui la technologie vient un peu bouleverser votre business model et remettre un peu en question votre business même qui est, vous êtes un provider d'énergie. Comment est-ce que la technologie vient un peu bouleverser tout ça et du coup vous offrir de nouvelles opportunités ? En fait, historiquement, le métier du fournisseur d'énergie est assez simple. Il est organisé autour d'une production d'énergie qu'on va à peu près fournir aux clients. Donc tout le monde prend la même chose et la connaissance client a peu d'importance et la personnalisation des offres également parce que c'est la même énergie pour tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça est en train de voler en éclats avec ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec Steve de SAP et l'Internet des objets. C'est-à-dire que désormais, le consommateur, avec des thermostats intelligents, des compteurs intelligents, d'autres devices, redevient au centre de l'activité parce qu'il peut mesurer sa consommation en temps réel, il devient réellement acteur. Et donc le rôle du fournisseur ne peut plus être de « je fournis une matière première », le rôle doit être de « j'accompagne le client de façon personnalisée pour mieux consommer ». Et on voit bien, en fait, ça dépasse largement l'énergie. On le voit bien, toutes les commodities, que ça soit le timbre, que ça soit la molécule d'un générique, que ça soit un kilomètre, que ça soit un kilowattheure, la valeur pour le client est en train de baisser et la valeur réellement est dans le service que l'on va proposer, dans l'usage et dans le service personnalisé versus la matière première ou la commodity simplement. Alors justement, comment est-ce qu'on passe d'un provider d'énergie à un provider de service avec toute cette data? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous l'utilisez et vous allez chercher vous proposer de nouvelles offres et de nouveaux services à vos clients? Alors, c'est pas simple, c'est une vraie transformation technologique en termes de culture également. Donc nous, on s'est organisé autour d'un programme dédié. Donc on a fait un peu comme dans l'Arche de Noé. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris une ou deux personnes de chaque département, de l'IT, le juridique, le digital, la relation client, le marketing, etc., la finance, la RH. Et on a mis tous ces gens ensemble et on leur a dit, voilà, maintenant vous allez nous définir, mais opérationnellement, pas simplement dans le modèle, mais vous allez mettre en place les nouveaux business avec la techno, mais également tout le côté marketing, communication pour lancer concrètement ces nouveaux services. Donc on a fait ça il y a 1 an. Et au bout d'1 an, on a réussi à lancer, alors via des partenariats en marque blanche, toute une gamme de services qui vient répondre aux besoins de nos clients entreprises ou particuliers. Par exemple, vous avez un problème avec votre installation électrique, on va vous proposer quelqu'un se déplace chez vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si jamais vous n'arrivez pas ou il n'arrive pas à le réparer, on va vous offrir la nuit d'hôtel. Ou par exemple, des clients chez nous dans la grande distribution, on leur fournit des systèmes d'alerte au temps réel si jamais il y a des fuites dans les magasins ou pour les alerter en cas notamment de mauvaises pratiques liées à l'énergie. Par exemple, quelqu'un qui laisse systématiquement les fenêtres ouvertes. Donc, ce qui a le plus changé, c'est justement le rapport à la data. Parce que historiquement, le métier d'un fournisseur d'énergie, c'est de contrôler une data qui ne nous appartient pas, qui est grosso modo contrôler la data qui vient du réseau, le réseau public, il nous la passe, bon, on contrôle, ça va, et on la transforme en facture. Ça a totalement disparu. Désormais, nous, on collecte de la data via les devices, on connecte de la data via les tablettes de nos techniciens, et donc on la traite, on l'enrichit, enfin on l'a vu tout à l'heure, de façon à développer des modèles prédictifs à mieux servir nos clients. Et donc, le changement d'utilisation de la data,
entraîne un changement dans la relation client, dans l'expérience client. C'est-à-dire que maintenant, on ne se manifeste plus comme avant, lorsque quelqu'un passait une fois par an, relevait votre compteur et 15 jours après, vous aviez une facture. Ah tiens, j'ai un fournisseur d'énergie. Aujourd'hui, toute cette data, tous ces segments, tout ce scoring sont d'autant d'opportunités pour interagir de façon beaucoup plus rapprochée avec le client, donc dans une logique d'engagement en fait. Puis, du coup, vous, votre business model, il n'est pas de faire consommer en énergie votre client, mais plutôt de l'aider, de l'accompagner dans sa consommation pour derrière lui vendre des services associés. Oui, je pense que le modèle de dire je suis content quand mon client consomme beaucoup, c'est fini. Enfin, ça ne peut pas être une position tenable. C'est pas notre souhait d'ailleurs et on est au XXIe siècle. Je pense que notre promesse, c'est de dire on va vous accompagner dans la façon de consommer et on va vous accompagner sur toute la durée et on vous apporte une qualité de service et des services supplémentaires. Donc c'est comme ça qu'on se positionne et aujourd'hui, justement, notre but, c'est de augmenter la part de tous ces services récurrents que l'on peut vendre au détriment justement de la part des revenus liés clairement à l'énergie, enfin à la matière première. Ce programme avec l'Arche de Noé, il est mondial ou il était spécifique à... Alors, on va dire là, c'est une initiative France qui a vocation, bien sûr, à se déployer au niveau mondial. D'accord. Et du coup, l'utilisation de la donnée et le CRM, comment est-ce que ça s'orchestre justement avec cette évolution et cette transformation du business model ? Alors, il a fallu prévoir justement des infrastructures pour collecter ces datas, développer à la fois les compétences et les outils pour scorer, pour développer des modèles prédictifs. Et justement, le but de cette data, c'est d'augmenter... On est passé d'un modèle où on mesurait finalement la rentabilité d'un produit à un modèle où on réfléchit comme un acteur, par exemple, du streaming ou en Customer Lifetime Value. Donc l'idée, c'est d'utiliser la data pour justement réduire le churn, trouver des opportunités de cross-sell, d'upsell et finalement raisonner comme n'importe quel acteur du service récurrent, notamment en augmentation de la Customer Lifetime Value. Donc c'est comme ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on a défini les objectifs du programme, puisqu'il s'agit bien à la fin de générer des revenus de la marge de l'activité service. Et notamment, ce qu'on a obtenu, c'est qu'un client aujourd'hui qui adhère à ces services, ça représente à peu près déjà 20% de nos clients. Donc 20% de nos clients ont souscrit à des services, ont une valeur client qui est double par rapport à un client qui n'en a pas. Donc c'est déjà, ça a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace d'une petite année. Donc c'est vraiment matériel et voilà, et c'est bien parti. Du coup, par rapport à la vente de l'énergie, quel est le ratio à peu près entre vente des services et vente de l'énergie ? Alors, comme je te disais, sur le parc aujourd'hui, on a déjà 20% de la base qui a des services, sachant que en réalité, en temps réel aujourd'hui, sur les nouvelles acquisitions, plus de la moitié des ventes, des nouveaux clients, achètent des services, souscrivent à des services. Donc c'est déjà, en flux, c'est plus de la moitié. Et du coup, donc vous avez commencé il y a 1 an. Quels sont les grands enseignements que vous avez retirés de cette démarche et quelles sont les prochaines étapes ? Alors, il s'agit donc de vendre des services récurrents. Les clients sont bien entendu pas engagés. Donc il s'agit de trouver le bon équilibre entre le prix, le service, etc. Donc il y a pas mal de gens qui se positionnent notamment sur le freemium. Donc ils disent voilà, vous ne payez pas pendant 3 mois, tout le monde s'inscrit. Et on essaye d'en sauver le maximum dans 3 mois quand ça devient payant. Nous, on n'a pas du tout cette approche-là. Je pense qu'elle peut être bonne dans plein d'industries. Nous, c'est une approche de dire on essaie d'avoir le meilleur ratio qualité-prix, un très bon service, un prix qui est ajusté. Et dès le début, on affiche la couleur avec le prix. Et les incentives, on les place plutôt à la fin ou au milieu en disant voilà, vous avez un petit cadeau, vous avez un geste commercial, un incentive au bout d'1 an, au bout de 2 ans, etc. Donc, on est plutôt sur une approche qui justement maximise la lifetime value plutôt que de viser une acquisition tout de suite très importante, mais après les gens se rétractent, etc. Ça ne nous intéresse pas.
Alors justement, est-ce que tu peux partager un ou deux conseils à la fois sur la partie déploiement en termes d'organisation de ce type de dispositif et en même temps, justement, pour arriver à trouver cet équilibre dont tu viens de parler? Alors, l'équilibre, il est... comment dire, il se mesure, on est dans le web aussi, donc on fait beaucoup d'A/B testing, on teste l'élasticité du prix, on fait plein de tests sur du prix, on ajuste en permanence également par rapport à la concurrence, donc là c'est vraiment du test and learn. On a beaucoup discuté ensemble, on discute beaucoup avant de lancer un produit, sur quel est le bon prix, on regarde toute la valeur perçue du produit, on regarde encore une fois la concurrence, donc la démarche elle est vraiment de test and learn. Et après par rapport à des conseils sur tout ce qui est lancement de ce type de démarche ou lancement de ce type de programme de transformation, moi je retiens 3 choses. Dans tout programme de transformation, il faut bien définir l'organisation et les façons dont l'information circule et les décisions se prennent, notamment parce que quand tout va bien, mais quand il y a des moments un peu durs où il y a un peu de tempête, c'est bien de savoir qui prend les décisions, comment l'information doit circuler, c'est bien d'avoir une organisation hyper solide et où la gouvernance est très bien partagée. Et le deuxième point, c'est un peu en lien avec ça, c'est qu'il faut, nous, ce qu'on a défini, c'est des critères business. À la fin, c'est le business qui prime. Et quand il s'agit de prendre une décision par rapport à des équipes qui ont en apparence des objectifs contradictoires, à la fin, on ramène tout à des objectifs de clients, de valeur client, de marge. Et donc, c'est relativement facile d'aligner les gens. Et c'est super important parce que voilà, les discussions finalement peuvent s'envenimer et là le débat s'arrête assez vite. Et le troisième point, c'est que dans toute transformation, on dit oui, c'est difficile, c'est pénible, les gens vivent ça un peu mal. Je pense que la transformation peut être extrêmement fun. Et nous, notamment dans notre programme, on a une cellule qui met du fun, qui communique, qui crée des serious games. Demain, je crois qu'on a un World Café où on sert dans des tables différents cafés du monde et les gens viennent discuter sur des thèmes. Donc on essaie vraiment d'apporter de l'animation en permanence pour faire rêver et aussi entretenir un peu la flamme en permanence. Donc ne jamais oublier les personnes, la motivation et le fun. Effectivement, c'était un des premiers points que tu m'avais présenté, l'importance d'animer en interne, d'un point de vue humain, cette transformation et ses équipes. Parce que la transformation, elle prend du temps. Il y a des moments durs dans toute transformation, dans tout programme. Il y a des fois où on a un peu moins la pêche. Et c'est super important de garder la motivation, de communiquer de façon transparente et de relever les personnes quand elles sont un petit peu plus fatiguées, de leur redonner un peu la pêche. Absolument. Merci beaucoup Hugo pour ce témoignage hyper positif.